Effectivement, l'actualité était très chargée, comme vous le savez. Donc là, on va essayer de reprendre les gros faits, les faits principaux du mois qui vient de se passer, des 4 semaines précédentes. Donc évidemment, ça va être marqué par le séisme qui s'est passé dans l'univers des cryptos, c'est-à-dire la disparition, pas la disparition, mais quasi la quasi-disparition de Terra, de l'univers Terra, et donc en tout cas la disparition de son stablecoin, les UST. Et on va voir un peu toutes les conséquences que ça a eu et que ça va avoir. En tout cas, ça a bien réveillé le marché, ça l'a aussi sonné. Je vous partager un écran mais pour vous montrer un peu ces aspects-là. Euh, il y a, dans un deuxième temps, on fera aussi, je pense, une petite analyse, une analyse de marché aussi, un peu de voir ce qui se passe actuellement. On verra peut-être aussi quelques indicateurs on-chain pour voir à peu près où on se situe dans le cycle actuellement, parce que je pense que c'est relativement intéressant. Bon. Donc, ce qui s'est passé, vous le savez tous, je ne vais pas revenir sur les faits. Enfin, a priori, vous le savez, mais Terra est un écosystème qui est donc développé par Do Kwon. C'est des Sud-Coréens. C'est la quatrième plus grosse market cap. En gros, 70 milliards, à peu près un peu moins de 70 milliards de dollars. Donc, entre le Luna, qui est le token natif de cet écosystème, et les UST, donc, qui est le stablecoin de cet univers, qui était donc un des plus connus parce qu'ils ont développé depuis 2 ans. Ils ont fait des prises de marché, vraiment assez agressive à travers un de leurs protocoles, donc qui est construit sur Terra, qui s'appelle Encore, et qui donnait du 20% net, fixe, sur les UST. Donc, en gros, vous déposiez vos UST, vous gagnez du 20% dessus, quoi qu'il arrive. Et évidemment, alors moi je l'avais pas mal documenté, on savait que ce business model ne fonctionnait pas, de toute façon, il arrivait à sa fin. Comment il générait les yields, la façon dont il générait en théorie ces 20%, c'était en allant prêter les UST contre d'autres tokens. En gros, il y a des personnes qui venaient emprunter ces UST et qui payaient des yields, mais tout le monde savait, enfin, je veux dire, tout le monde savait que le business model, de toute façon, ne marchait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'avaient renfloué à plusieurs reprises, qu'ils avaient renfloué à plusieurs reprises, mais de toute façon, enfin, c'était un produit d'appel. C'était clairement ça pour attirer la liquidité. Et une fois que les capitaux étaient sur Terra, eh bien, c'était possible d'aller les staker, d'aller les placer sur d'autres protocoles comme Mirror, enfin, il y en a justement, il y a Mirror dont on va reparler tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une attaque en règle contre ce stablecoin. Qui est à l'origine de cette attaque? On ne le sait toujours pas vraiment. Sans doute une coalition mais c'est une attaque en tout cas. C'est pas un phénomène de marché, c'est réellement une attaque. Donc, une coalition potentiellement d'autres stablecoins, d'autres entités qui ont, enfin, je sais pas, d'autres Wells par exemple, des grosses bourses d'échange, soit des gros, potentiellement d'autres stablecoins aussi, qui veulent, parce que c'est un marché, donc le marché du stablecoin. Et donc, voilà, il y avait une faille en fait, vous savez en 2 mots comment ça fonctionne, mais les UST et les Luna étaient payés les uns aux autres pour assurer que les UST étaient toujours égales à 1 dollar. Donc, en gros, les UST montaient un petit peu trop par rapport où étaient, par exemple, à 1,01, eh bien, on allait brûler des Luna, et inversement, si jamais on descendait en dessous, on allait émettre des Luna et brûler des UST. Et donc, c'était un mécanisme de balancier qui était censé tenir, fonctionner. Do Kwon avait senti le danger Do Kwon, le fondateur de Terra, avait senti le danger puisqu'il était parti, il avait commencé à accumuler des réserves supplémentaires en Bitcoin. Il avait accumulé pour 3 milliards de Bitcoin et l'idée c'était d'atteindre les 10 milliards. Il n'a pas eu le temps d'atteindre la taille qu'il comptait. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une attaque. Des gens ont littéralement vendu massivement des UST tout en attaquant le Luna. Et donc le repeg n'a pas pu s'opérer comme il souhaitait, parce qu'ils vendaient massivement des Luna. Mais on sait qu'il y a des milliards, enfin il y a 1 milliard qui a été emprunté sur les marchés pour réaliser cette attaque. Et donc, elle a commencé sur un pool de liquidité de Curve Finance avant de se poursuivre sur les bourses d'échange. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'USC n'a pas réussi à se repeg et donc on a eu l'effondrement quand même il y a quand même 70 milliards qui se sont évaporés. Si on peut comparer ça, c'est un petit Lehman quand même dans l'univers des cryptos, c'est un petit Lehman parce que justement, il y a des répercussions et donc qui ont fait trembler tout le monde.
notamment, et ce qui est intéressant, c'est le fait que les Tether, donc le plus gros stablecoin en market cap de très très loin, enfin de très très loin, le deuxième approche prend des parts de marché tout le temps, mais donc le Tether a 72 milliards en gros à l'heure actuelle de dollars de market cap, et on a vu qu'il s'est dépeg, donc le jour même, le 12 mai, a perdu, voilà, on est arrivé à 0,95. Donc, quand vous avez d'un côté un énorme stablecoin, le troisième plus gros, qui perd, qui se dépègue, qui arrive à des niveaux extrêmement bas, il était arrivé à 0,2. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, le dépeg, c'est que normalement, un stablecoin, vous n'êtes pas censé perdre d'argent. Mais là, si vous avez 100 stablecoins, un dépeg, ça veut dire que vous vous retrouvez avec 20 dollars au lieu de vous retrouver avec 100 dollars. Vous voyez, le stablecoin, le principe, c'est que ça ne bouge pas. C'est que voilà, c'est censé être adossé, c'est censé être collatéralisé. Concrètement, par exemple, le Tether, vous avez une réserve. Vous allez voir l'entreprise qui émet les Tether, donc Tether, qui est backée par Bitfinex. Vous allez vous leur déposer 100 dollars et ils vous émettent 100 Tether. Quand vous voulez récupérer vos 100 dollars, vous brûlez 100 Tether. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est relativement simple. Il fonctionne. Il y a USD Coin aussi. Et l'UST était ce qu'on appelle un stablecoin algorithmique, donc qui ne fonctionnait pas selon des réserves centralisées, comme ça peut être le cas pour le Tether et les USD Coin, mais donc justement, comme je vous expliquais, de manière algorithmique. Et donc, on a vu qu'il y avait une faiblesse. Et petite parenthèse, je trouve que c'est intéressant de voir que dans l'univers des cryptos, où tout est open source, tous les protocoles sont open source, et la concurrence est extrêmement rude, c'est une concurrence planétaire, et la moindre faille est exploitée. Et bien voilà, d'une certaine manière, le système en ressort un peu renforcé, même si c'est au dépend des investisseurs. Je ne dis pas que c'est bien et qu'il faut des réglementations, moi je le pense, c'est clair même. Mais d'un autre côté, on a un système qui sort renforcé par cette leçon majeure, qui est voilà, c'est toujours la même chose. On a des hacks régulièrement, mais à chaque fois qu'il y a un hack, ça renforce le protocole. S'il ne meurt pas, généralement, ça le renforce. Là, ça renforce tous les autres stablecoins algorithmiques et toute la communauté qui a pris conscience des dangers de ces stablecoins. Donc voilà, c'est encore une technologie nouvelle, il ne faut pas le perdre de vue, et que voilà, c'est quand même important de bien le garder en vue. Donc voilà, on avait vu ce Tether qui commençait à se dépeg, et là, si jamais le Tether se dépeg, pour le coup, UST, ça aurait été Bear Stearns, et là, pour le coup, Tether, c'était Lehman. Là, ça aurait été catastrophique. Mais donc voilà, on a eu ça a été une onde de choc pour tout l'écosystème, même si la défi a plutôt bien tenu. En fait, tous les écosystèmes ont relativement bien tenu. Même l'univers Terra, il existe encore. Encore, le protocole existe encore. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tellement de. La défi tient bien. Elle a plutôt bien tenu, d'ailleurs, les précédents cracks qu'on a vu, que ce soit le Covid, que ce soit celui de mai 2021. Enfin, il y a toujours. Finalement, la crypto, enfin, la défi, en tout cas, est assez résilient. Mais c'est intéressant de voir pourquoi on a eu peur à cause du Tether. Ça, c'est une petite note d'Arcane Research où ils disent effectivement, Tether, c'est 50% de tous les open interest qui sont collatéralisés en USDT, en Tether. Donc, si vous imaginez, si jamais le Tether perd de sa valeur, c'est tout le collatéral de tous les produits dérivés, en fait. Enfin, 50% du collatéral de tous les produits dérivés de crypto qui perdent sa valeur, et donc des appels de marge, et donc en fait, des liquidations en cascade, ce qui se passe souvent, d'ailleurs, de plus en plus. Et donc, ça crée des mouvements de marché de plus en plus brutaux, parce qu'on a aussi bien du côté des dérivés que dans la finance décentralisée des liquidations en masse, parce que voilà, on a beaucoup de mécanismes de collatéral ratio, notamment dans la DeFi. Donc voilà, on a eu assez peur, parce que là, ça aurait été c'est un black swan qu'on connaît tous. Tether est fragile depuis longtemps pour d'autres raisons, mais notamment parce qu'il avait des réserves qui étaient assez opaques, mais le régulateur étant, ils sont en procès avec New York, d'ailleurs avec l'État de New York pour ces raisons-là. Et donc, ils vont être obligés, notamment avec toutes les réglementations qui vont arriver suite à ce qui s'est passé, d'intensifier les audits et de rendre de plus en plus transparents en fait, leurs réserves. Ce qui m'a fait peur, après je ferme la parenthèse sur Tether, mais ce qui m'a fait peur, moi, avec Tether, c'est qu'on connaît bien les réserves, elles sont publiques maintenant. Les USD Coin, qui est le deuxième plus gros stablecoin, c'est que du cash. Donc, si jamais il y a un bank run, comme on aurait pu l'imaginer là, dans la période de stress maximum, les USD Coin sont capables de servir tous les clients. Tether, c'est 6% en cash. Le reste, c'est en titre beaucoup moins liquide. Donc, s'il y a un bank run, Tether, ils peuvent servir les 6% des premiers clients. Vous voyez, en gros, et en gros, le temps d'aller chercher les autres actifs, de les convertir en cash, il y a une cessation de paiement. En tout cas, il n'y a pas
il y a ce risque de cessation de paiement, qui est clair. Et donc, pour moi, Tether, si je ne donne aucun conseil, mais si vous avez des choix à faire en stablecoin, USD Coin est en tout cas plus résilient, a priori. Donc voilà, il y a première ronde de choc, les stablecoins. On a vu aussi que l'USDC a tremblé, on en a eu d'autres. Attendez, je vais revenir sur Mirror. D'ailleurs, on a beaucoup de gens qui sont sortis de la DeFi à ce moment-là. Vous voyez, ça, c'est la market cap du Tether. Mais il y a beaucoup, on est passé de 82 à 74 dans l'espace de 2 jours. Vous voyez, il y a quand même un vrai truc. Alors, il y en a une partie qui sont passés en USD Coin. Hein. Pour le coup, ça a été le grand gagnant, 48 à 51. Mais il y en a quand même, ça n'explique pas le gros mouvement. Hein. On est passé il y a au moins 10-15 milliards qui sont sortis enfin pas définitivement, qui sont sortis de la DeFi. On a aussi donc d'autres stablecoins qui sont plus fragiles, enfin Dust Finance, des plus petits stablecoins, mais qui se sont tous des pegs. Donc vous voyez, on a quand même à la fois un système donc, de stablecoin algorithmique qui est fragile. Au final, maintenant tout le monde est au courant, donc ça sera moins un Black Swan, mais on a aussi un système de contagion donc dans la DeFi, qui est un peu le même système de contagion qu'on peut retrouver dans la finance traditionnelle avec les produits dérivés. Hein. C'est le même genre. C'est exactement le même genre. En fait, le farming, c'est on stake des tokens sur un protocole, on obtient un LP token qu'on va staker sur un autre protocole qui nous donne un autre LP token. Et quand il y a un de ces protocoles qui plonge, eh bien, ça crée des secousses sur ces autres protocoles sans forcément les condamner. On l'avait vu avec le stablecoin MIM en janvier. Mais ça crée toujours ça crée toujours des vagues. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec Terra. C'était assez impressionnant. Et donc, une des conséquences aussi, c'est donc Mirror, je voulais y revenir. Mirror, c'est un des protocoles, je ne sais pas si vous connaissez sur Terra. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je pense que n'hésitez pas. Enfin, moi, je n'ai pas de problème à m'interrompre si pendant que je parle, plutôt que d'avoir des questions à la fin. Enfin, c'est comme vous voulez. En tout cas, Mirror Protocol, c'est un peu l'équivalent de Synthetix. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Eux, ils font des actifs synthétiques, en fait. C'est-à-dire qu'ils prennent, par exemple, des actions traditionnelles et avec un oracle, ils les tokenisent. Et en gros, ça permet d'avoir de l'exposition dans l'univers des cryptos sur des actions Disney, Amazon, ce que vous voulez. Et ça, la SEC avait depuis le début, on sait que la SEC n'aime pas ça. Ils détestent ça, en fait. On ne touche pas aux actifs traditionnels. Ils avaient déjà mis en demeure Binance et Uniswap, qui est un autre protocole de la DeFi. Et ces deux protocoles, Binance et Uniswap, avaient immédiatement retiré leurs actifs synthétiques. Ils avaient très bien compris la menace. Do Kwon, il en a eu rien à faire pendant des mois. Il ne répondait pas aux demandes de la SEC. Et je pense, enfin moi, c'est une des possibilités évidemment, mais en tout cas, que c'est possible, en tout cas, que voilà, la SEC, en tout cas, elle a fermé les yeux sur le truc en disant, voilà, écoute, hein, tu ne veux pas nous écouter. Voilà, il y a cette attaque. Je pense qu'il avait peut-être un peu trop pris la confiance aussi, en fait, je pense, à un certain niveau. Et qu'on ne peut pas non plus bafouer les règles de la finance traditionnelle. Tout ça parce qu'on a un projet crypto et lui disait qu'il était sud-coréen, qu'il n'était pas, donc que la SEC n'avait pas juridiction sur lui. Bon, bref, en tout cas, voilà, son terrain a disparu et c'est assez impressionnant parce que c'est le premier Black Swan qu'on voit vraiment dans l'univers des cryptos. Et on a d'autres vagues comme, je ne sais pas si vous connaissez les stakes, les Ethers. Hein, vous savez, maintenant, vous pouvez staker vos Ethers dans Ethereum 2.0. Donc dans la Beacon Chain. Et il y a des protocoles. Le problème, c'est qu'une fois que vous les avez mis dedans, ils sont bloqués jusqu'à Ethereum 2.0. Et vu le temps qu'ils mettent à le mettre en place, vos Ethers sont potentiellement bloqués pendant 1 an ou 2. Et donc, il y a des protocoles qui disent, voilà, moi, je vais staker les Ethers pour vous et je vais émettre un token qui va rester adossé, toujours dans l'histoire de PEG, hein, adossé aux Ethers par un oracle. Donc, je vais vous donner un ST, donc un STS. Et du coup, ce STS est aussi en train de se dépeg. Enfin, il se dépeg de 4%. Donc, en gros, voilà, quand vous avez la valeur des Ethers, vous allez avoir votre STS qui a 4% de moins. Et ça, c'est dû à l'onde de choc. Donc, c'est Stan, assez... Ouais. excuse-moi, justement, en parlant de questions, j'en ai une. Donc, tu as parlé quand même de Tether, donc, qui est une majeure stablecoin. Maintenant, qu'en est-il d'une autre algorithmique stablecoin avec le DAI? Alors DAI, c'est pas un stablecoin algorithmique dans le sens, c'est adossé à un seul sous-jacent en fait. Le DAI est adossé à un panier de crypto et il est surcollatéralisé. Donc il y a
c'est le même collatéral ratio qu'on retrouve sur des plateformes comme Aave et Compound. C'est juste, tu peux émettre un DAI, mais il y a 1,5 de valeur, quoi. Et donc, si jamais la valeur de ton collatéral diminue, bah, tu as des appels de marge ou des liquidations, mais globalement, c'est surcollatéralisé. Et ce n'est pas un algorithmique qui dépend juste d'un token. Tu vois. D'accord. Et donc, le comportement du DAI par rapport aux autres que tu as mentionnés, qu'est-ce que tu pourrais dire sur leur performance relative? Bah, DAI, c'est plutôt bien comporté, en fait. Il y a même, sa market cap a vachement augmenté. Je pourrais vous retrouver la TVL. Enfin, et d'ailleurs, le PEG du DAI a augmenté, en fait, ce jour-là, au lieu de diminuer. Donc, c'était assez étonnant. Il a fait les deux. Mais le DAI en a plutôt profité, effectivement. Et c'est un actif. Enfin, DAI, le DAI, c'est un des premiers stablecoins qui a été émis donc, par MakerDAO. Et il est quand même assez résilient d'une certaine manière, parce qu'il a eu plusieurs grosses crises à son actif. Et à chaque fois, il s'en est bien sorti. Et je pense qu'il est plus solide que des stablecoins algorithmiques comme Terra ou l'USDD qui vient de sortir là, par Tron, qui est émis par Tron, qui fonctionne un peu sous le même mécanisme que Terra. Merci. Donc voilà. Et voilà, c'était un peu ce que je vous disais là. C'est la SEC qui s'attaque au protocole Mirror. En fait, c'était ça l'idée. Et ça, c'était en 2021, vous voyez, fin 2021. Et donc, ouais, on avait déjà, mais il l'avait déjà depuis un petit moment. Oui. Ça faisait un moment que ça durait. Ça. Et donc, il n'y a pas que les petits porteurs qui ont perdu. Hein. On a aussi des gros players, enfin des gros acteurs de l'univers des cryptos comme CoinShare, vous savez, qui a racheté récemment Napoleonix, donc qui était une boîte française qui l'a racheté et donc qui admet avoir été, ils avaient placé une partie de leur trésorerie concrètement en UST sur Angkor et ils ont perdu 21 millions. Mais comme Binance, hein, ils l'ont avoué aussi, il y en a plein qui ont perdu des sommes importantes dans cet événement. On a aussi Solana. Bon, c'est un peu les news, hein, je vous donne, parce que c'est une passe difficile pour les plateformes de smart contracts. Il y en a quelques-unes actuellement, donc parmi les principales qui ont 2021, 2022, ça a été l'année des plateformes de smart contracts. Donc, il y a Ethereum, qui est la plus grosse, la plus ancienne. Il y a donc Solana, Terra, donc maintenant il n'y a plus Terra ou presque plus rien de Terra. Et on a d'autres plateformes qui sont ce qu'on appelle les Layer 2, qui utilisent la sécurité d'Ethereum pour développer leur écosystème. Donc là, on a Polygon, Matic, on a Optimism ou Arbitrum, et on a d'autres plateformes qui sont EVM compatibles. C'est une petite parenthèse, hein, mais c'est-à-dire qu'ils sont compatibles avec Ethereum. Il y a donc la Phantom, Harmony et Avalanche, par exemple. Et donc, ces plateformes-là, elles souffrent extrêmement en ce moment. En fait, les marchés, elles sont en train de sombrer, la plupart. Il y a aussi Polkadot et Cosmos, mais c'est deux autres catégories. Et donc là, Solana, en plus, a eu un outage énorme la semaine dernière. Et donc ça, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment sur Solana. Donc, on nous parle beaucoup d'Ethereum Killer, enfin de projets qui vont remplacer Ethereum. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et on voit bien que malgré des fees extrêmement élevées, vous savez que Ethereum est congestionné hein, parce qu'elle est victime de son succès. Les fees sont extrêmement élevés sur Ethereum et donc ça devient un peu une blockchain de riches. En fait, utiliser les protocoles qui sont construits sur Ethereum, ça coûte très cher parce que la moindre transaction coûte cher. Et donc, on disait, voilà, on a des Solana, on a des Terra qui ne coûtent rien, il faut aller dessus. Et en fait, on s'aperçoit que la techno, eh bien, ça prend du temps à mûrir. Et au moins, Ethereum est là depuis longtemps, elle a eu le temps de mûrir sa technologie. Mais bon, elle est en train de passer à Ethereum 2.0. Là, elle est censée résoudre ce problème-là. Mais je lisais un article super intéressant récemment qui parlait de ça et qui disait que finalement, le fait que les fees soient aussi élevées, eh bien, c'est un peu sa force aussi, ce qu'elle offre. En fait, ce que fait Ethereum, c'est qu'il vend de l'espace de stockage. Enfin, elle loue sa blockchain et elle le loue cher, hein, très cher, mais parce qu'elle offre la meilleure sécurité à l'heure actuelle. Et donc, ses clients, c'est quoi? C'est les whales et ce qu'on appelle les layer 2, hein, les roll-ups. Donc, Matic, Polygon, vous m'arrêtez hein, si je divague un peu trop, mais c'est pour donner un peu de contexte à ça, parce qu'en fait, en ce moment, Ethereum, on va y revenir tout à l'heure, c'est important ce qui est en train de se passer sur Ethereum, le fait qu'on transitionne vers Ethereum 2.0, comme c'est un acteur central. Donc, voilà, on va avoir ceux qui ne veulent pas payer cher vont aller sur les sidechains, donc sur les chaînes à côté d'Ethereum, et ceux qui sont prêts à payer cher vont aller sur Ethereum. Donc,
Voilà. Et sinon, bon, voilà ce que je viens de dire. On est en train pour le moment, ils sont en train de passer. Ils sont en train, parce qu'on est, on est dans l'avant-dernière étape de Ethereum 2.0, c'est the merge. Concrètement, à l'heure actuelle, il y a deux mécanismes de consensus qui coexistent et il y en a un qui va disparaître. Donc, le proof of work va disparaître au profit du proof of stake et ça va avoir des conséquences très importantes sur, sur la tokenomie, en fait, sur le business model d'Ethereum. Très, très important. Et donc là, je vais faire une vidéo très détaillée là-dessus parce que je pense qu'Ethereum a un potentiel assez considérable dans les années à venir. Et le fait que les fees soient élevés, c'est juste, en fait, ce sont les revenus d'Ethereum générés par Ethereum, les fees élevés. Et donc, de ce point de vue-là, ça intéresse les gens qui comprennent que c'est un protocole qui génère beaucoup d'argent, qui génère de l'argent et qui offre un service que les gens sont prêts à payer cher. Et donc, d'autant qu'il y a une redistribution qui s'organise réellement. Et voilà, donc on a une période, et ça, je vais pouvoir y revenir tout de suite, un peu sur le cycle de marché. Hein. Vous savez que les cryptos évoluent en cycle. Et donc là, on est plutôt, on est même clairement dans la phase baissière, donc en bear market. Et donc, on a la TVL, qui est la Total Value Locked, c'est-à-dire tous les tokens qui sont enregistrés dans la finance décentralisée, qui est en chute libre, mais qui est en chute libre en dollars, hein, pas forcément en gros en token. Je crois que ça reste relativement stable. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, si vous voulez que je revienne sur Ethereum ou que je vous donne plus de précisions sur d'autres choses. Justement, en parlant de questions, il y a Eric Olombel qui pose une question. Est-ce que tu vas parler de l'event qui s'est passé sur Elrond ces derniers jours? Non, je vais pas. Alors, je vais pas en parler parce que je sais qu'il y a le DEX qui s'est fait hacker, qu'ils ont volé beaucoup de tokens. Je suis pas allé assez dans le détail pour savoir ce qui s'est passé, mais le DEX est arrêté. Et effectivement, c'est tragique pour eux, quoi. C'est clair. C'est un petit écosystème qui débute. Qui se fasse hacker alors qu'ils misaient quand même beaucoup sur… C'est un peu comme vous avez, c'est un peu ces protocoles qui font la morale à Ethereum. Je ne suis pas du tout pris parti, il n'y a aucune prise de parti là-dedans, mais on voit des Cardano, par exemple, vous voyez, on voit des Tezos, on voit des Elrond qui sont et qui essayent de prendre des parts de marché. Hein. C'est de bonne guerre, je veux dire, et qui font la morale à Ethereum sur la technologie, notamment, ils ont très souvent critiqué Ethereum et qui, eux, mettent en œuvre leur technologie. On se rend compte que c'est pas… que finalement la pratique est beaucoup plus… Enfin, vous voyez, sur Cardano, ça a été créé en 2015, Cardano. Il n'y a pas encore de smart contracts. Oui, il y a des smart contracts, mais ils sont tellement lents que… enfin, voilà, il y a un moment où il faut mettre en œuvre les choses et essayer d'avancer. Mais oui, c'est dommage mais bon, voilà, ça va le faire, ça va durcir ça va renforcer le protocole, je pense. C'est triste pour ceux qui ont perdu leur token, ça c'est clair. Et donc, tu dis que tu vas revenir un peu plus tard lors de cette présentation sur le merge d'Ethereum? Alors, Si vous voulez, moi je peux vous en parler, il n'y a pas de problème, mais je voulais savoir si justement le merge est important en soi pour seulement Ethereum, ou alors c'est dans le contexte où justement là, tu as un développement des Layer 2 qui vont finalement être ancrés dans l'univers Ethereum, qui vont interagir avec la nouvelle, avec Ethereum 2, si tu veux. Vitalik Buterin, qui est le fondateur d'Ethereum, il l'a dit tout de suite. Il a dit l'avenir d'Ethereum, c'est les roll-ups, donc c'est les layer 2. C'est Polygon, c'est Optimism et c'est Arbitrum. D'ailleurs, il y a eu un airdrop de token Optimism. Il y en aura sans doute un d'Arbitrum bientôt. Ces trois, il y en a d'autres, mais bon, ça, c'est les trois principales. Et ces trois, ouais, effectivement, c'est facile d'aller. Il y a beaucoup de liquidités qui sont en train de passer sur ces sidechains et qui permettent donc de faire des opérations gratuitement ou quasiment gratuitement. Et donc là, effectivement, on a tous les principaux protocoles construits sur Ethereum qui sont en train de se construire extrêmement facilement sur ces sidechains. Et donc, dans un futur plus ou moins proche, effectivement, ça va être assez simple d'utiliser ces sidechains au lieu d'utiliser Ethereum. Ce qu'ils font exactement, ces sidechains, c'est qu'ils prennent ce qui coûte cher sur Ethereum, c'est-à-dire l'exécution du programme, du smart contract, et le stockage des datas sur la blockchain. Ils le font, eux, de leur côté, pour beaucoup moins cher. Et ils utilisent, en fait, ils enregistrent les transactions, enfin, ce qui reste des transactions, enfin, c'est un peu comme sur le Lightning Network. En gros, le netting, il l'enregistre sur la blockchain Ethereum. Donc, ils utilisent la sécurité d'Ethereum tout en
tout en lui enlevant en fait ce qui coûte le plus cher et ce qui congestionne Ethereum en fait. Donc l'exécution des smart contracts et le stockage de la data dans la blockchain. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le proof of stake, donc qui est le mécanisme de consensus qui va rester après the merge, et c'est très différent du proof of work parce que déjà ça pollue donc 99% moins que le proof of work. C'est un détail, mais c'est important de le dire. C'est pas un détail d'ailleurs, c'est important de le dire. Et ce qui se passe, c'est que les mineurs dans le proof of work, ça leur coûte très cher de miner le minage, de miner les Ethers. Ils sont obligés d'acheter des machines, de l'électricité, et donc ils vendent ce qu'ils font en fait du hachage. Ils le vendent au réseau, ils le vendent à Ethereum, ils le vendent au Bitcoin, et avec ça, donc ils reçoivent pour chaque bloc qu'ils ajoutent à la blockchain, ils reçoivent deux Ethers plus les fees. Et pour le Bitcoin, je sais pas 6,25 depuis le dernier halving toutes les 10 minutes. Si on regarde les Ethers, ce qui s'est passé, il y a eu un EIP 1559 qui brûle une partie de leurs revenus. Donc, ils reçoivent 2 Ethers, plus une partie des fees, mais moins qu'avant. Et donc, ces fees sont brûlés. Et donc, ce qu'il faut comprendre avec le proof of stake, et ce qui est important de comprendre, c'est que ça coûte beaucoup moins cher aux mineurs de miner. Et donc, ils vont pouvoir être rétribués beaucoup moins. Et donc, en fait, ils vont pouvoir être rétribués beaucoup. Je suis en train de perdre le fil de ce que je voulais dire, parce que avec le proof of stake, en gros, ça coûte beaucoup moins cher. Ils n'ont pas de machine à payer, ils mettent leur token en gage. Et donc tout le monde peut le faire. Déjà, les fees vont revenir à tout le monde. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir, vu qu'eux, ça leur coûte beaucoup moins d'argent parce qu'ils n'ont pas de machine à payer, ils ont un serveur, mais du coup, ils n'ont pas de machine à payer, on va pouvoir baisser l'émission des Ethers. En gros, au lieu d'en leur en donner deux à chaque fois qu'il y a un bloc ajouté, on va pouvoir leur en donner qu'un. Et donc, il va y avoir une émission des Ethers qui va diminuer considérablement post-the merge, en plus donc, des fees qui sont brûlés. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de the merge, les Ethers vont devenir déflationnistes. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus d'Ethers qui vont être brûlés que d'Ethers qui vont être émis. Et donc ça, d'un point de vue pour un détenteur de token, il n'y a pas plus bullish. D'autant que une grosse partie des revenus du minage vont être distribués aux stakers, c'est-à-dire à toute la communauté qui détient les Ethers. Au lieu d'être donnés aux mineurs, il suffira d'aller staker ces Ethers dans le protocole, comme on le fait avec n'importe quel autre token qui utilise le proof of stake. Il y en a plein maintenant, enfin tous quasiment. Le Bitcoin, c'est un dinosaure en fait avec son proof of work. Les nouvelles cryptos ne polluent pas. Les nouvelles cryptos fonctionnent sur le proof of stake ou le delegated proof of stake, où tous ces mécanismes sont beaucoup plus avancés. Et donc, avec lesquels on peut staker ces Ethers, c'est-à-dire les mettre en gage et donc permettre aux mineurs de participer au mécanisme de minage si on ne le fait pas nous-mêmes. Et donc, voilà, non seulement les rémunérations d'Ethereum 2.0 vont être beaucoup plus élevées, enfin, je pense en tout cas, quand on va staker ces Ethers, là, elles sont de 5%, on va sans doute passer à 10-12 au début, assez rapidement. Et surtout, voilà, ça va revenir à la communauté et il va y avoir de moins en moins d'Ethers en circulation. Donc ça va avoir un effet de rareté très, très important sur le réseau. Donc, moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel sur Ethereum à l'heure actuelle. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur The Merge, qui va arriver en août, a priori. Et alors maintenant, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer sur Ethereum? C'est un peu ce qu'on peut essayer de voir maintenant rapidement dans l'analyse technique. Où est-ce qu'on en est dans le cycle du marché? Vous savez que c'est un marché qui est très corrélé au marché traditionnel. Donc, c'est assez récent, mais finalement, depuis ce marché haussier, depuis 2021, on a eu des instits qui sont arrivés sur le marché. Donc, depuis MicroStrategy, PayPal, c'est eux qui ont lancé le signal. Et donc, ils ont commencé, il y a beaucoup d'instits, de fonds notamment, qui ont commencé à accumuler. En plus, je veux dire, des bourses d'échange et des mineurs qui sont généralement les whales habituels. Là, on a beaucoup d'instits qui ont commencé à en accumuler et donc, ils les ont ajoutés dans leur portefeuille. Et effectivement, quand on a des corrections de marché, les cryptos sont considérés comme des actifs risk on, c'est-à-dire qu'on va aller les liquider au même titre qu'on liquide des actions pour payer ces appels de marge. Et donc, on a un Nasdaq, un S&P et un Bitcoin qui sont extrêmement corrélés, surtout avec le Nasdaq, en fait. Très, très corrélés. Et du coup, c'est assez impressionnant même.
Alors, je ne sais pas si je peux vous partager. Alors, attendez, je vais essayer de vous partager. Est-ce que vous voyez le graphe quand je passe sur une autre fenêtre ou vous s'arrêtez sur la présentation? Ça reste sur la presse. Ok, donc je vais juste, je reviens. Je vais juste refaire un partage d'un autre écran. Donc, vous voyez, ça c'est donc ça c'est le Bitcoin qui a beaucoup corrigé, hein, qui a bien corrigé. Donc durant ce mois-là, on a même eu, si on se met en weekly, on a eu un record. En fait, on a eu 9 semaines d'affilée de bougies en weekly, de bougies rouges, ce qui est quasiment ce qui était sans précédent. On a juste depuis cette semaine, en fait, la semaine dernière, on a eu un peu une bougie verte, mais rien, en fait, quasiment. Est-ce qu'on est en période en bear market? Oui, en fait, depuis novembre, depuis le plus haut de novembre 2021, on est en plus haut. J'aimerais juste aller faire un petit tour. Je vais juste vous montrer rapidement les actifs legacy, en fait, justement. Donc, le S&P, on voit que le S&P aussi a corrigé. Je vais pas m'étendre sur le S&P et le Nasdaq. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, le dollar index qui corrige depuis, qui a atteint son plus haut depuis des années. Enfin, c'est assez impressionnant même. Vous voyez, le dollar index évolue dans un range depuis 2014, en gros. Et ce qui est super intéressant de voir, c'est qu'il a inversement corrélé avec le Bitcoin depuis toujours. Alors, je vous le remonte pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein, c'est le Bitcoin, comme le Nasdaq, est inversement corrélé donc au DXY, hein, au dollar index. De manière, vous voyez, vous avez là vous avez le bas du cycle de 2017, le janvier 2018, donc le top du marché de 2017. Là, vous avez donc le 30 mars, qui est le crash du Covid, qui est le bas de l'autre marché, de celui de 2020, 2019. Et là, vous avez donc c'est quasiment jour pour jour. Vous voyez, c'est 19 mai, c'est le crash de 19 mai 2021. Et là, on est en bear market, donc a priori, certains disent depuis le 19 mai, Glassnode dit depuis le 19 mai. Moi, je pense qu'il y a eu un plus haut après, donc je préfère utiliser le plus haut. Mais voilà, concrètement, on a un dollar index qui est remonté et bon, on va voir ce que ça va donner. Ça va être super intéressant. On n'est pas non plus du tout dans le même univers macroéconomique qu'on a pu être, dans lequel on a pu être, dans lequel on était en 2017. Rien à voir. Et du coup, on a potentiellement un dollar index qui va monter, qui va atteindre des sommets plus importants et qui va potentiellement entraîner les cryptos encore plus bas que ce qui est que c'est le cas actuellement, oui. D'autant que bon, il y a quand même pas mal de signaux actuellement sur. Mais alors attendez, je vais essayer de vous mettre ça. On a pas mal de signaux bon, de récession actuellement. Enfin, si on prend ça, je vous l'apprends pas. Enfin, ça, c'est des choses sur lesquelles on a tous les mêmes infos. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si les cryptos sont si corrélés avec les marchés traditionnels, il y a des chances qu'on corrige encore un peu, d'autant qu'on n'est pas au bout du cycle concrètement. Vous voyez, si vous prenez par exemple, attendez, il faut que je vous retrouve. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, sur la yield curve, on voit bien que donc là, ça a commencé à corriger. Mais ouais, quand elle commence à s'inverser comme ça, quand on a les taux à 30 ans qui sont moins bien rémunérés que les taux à 20 ans, historiquement, ça a toujours entraîné des récessions dans les 6 mois. Quand on a voilà, tout simplement parce que le business model des banques ne marche plus. Hein. Elles s'empruntent à court terme et après à plus long terme, si jamais on commence à avoir cette inversion de la courbe des taux. Enfin, historiquement, en tout cas, ça a entraîné, on a eu des récessions dans les 6 mois et c'est ce qui, a priori, devrait arriver. Enfin, en tout cas, à en croire, ce qu'on peut voir hein, concrètement avec aussi les comos qui augmentent assez fortement en ce moment. Mais donc voilà, ce qui est assez intéressant, c'est ça, c'est de voir que on a donc un Bitcoin qui est, si on regarde le RSI, vous voyez, historiquement, en weekly, les bas de marché on est proche du bas de marché, quoi. Je pense qu'on a déjà beaucoup corrigé. Je ne pense pas qu'on va descendre beaucoup plus bas que là, on était à 20, enfin, le bas, il était à 25. On a potentiellement, on pourrait descendre vers, autour des 15. C'est une possibilité, les 15. Franchement, en fait, il y a pas mal d'indicateurs. Si vous regardez ceux-là, notamment,
Donc, vous pouvez aller voir vous-même hein, si vous voulez sur Look into Bitcoin, c'est gratuit d'ailleurs. Et donc, vous pouvez les retrouver aussi sur le site de Willy Woo. Donc ça, c'est un peu tous les price predictions. C'est un peu tous les instruments qui peuvent être utilisés pour les prédictions de prix. Alors, après, il y en a 100 autres, hein, des indicateurs on-chain, mais ceux-là sont assez intéressants, comme le CVDD, la top cap. Et donc, vous voyez, CVDD, typiquement, on avait les bas de marché avec. Et là, on a encore un peu de marge. Le bas de marché, en fait, il est autour des 29. Enfin, pour celui-là, il est à 16. Donc, c'est assez intéressant. Et on peut utiliser cet indicateur-là, mais on peut aussi utiliser d'autres indicateurs comme comment ça s'appelle le prix réalisé, le realized price. Vous voyez, c'est le prix moyen d'achat. Ça, je regarde juste sur Glassnode. Vous voyez, en gros, c'est le prix moyen d'achat. Et là, il est actuellement il est à 23. Donc, ça veut dire qu'en dessous, il y a plus de la moitié des investisseurs qui sont en perte, clairement. Et donc, en gros, le prix réalisé, vous savez la différence, hein, on prend le prix du token au moment de son dernier déplacement. Parce que la capitalisation, la market cap, qu'on utilise généralement, elle prend l'ensemble des tokens émis, des bitcoins en l'occurrence, et elle les multiplie par le prix actuel. Donc, on a une vision un peu pas très, enfin un peu on dit spéculative parce que si admettons qu'un token n'a pas été déplacé depuis qu'il valait 1000 $, eh bien le prix réalisé valorise à ce niveau-là. Il valorise le token au moment de son dernier déplacement et donc ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus précise du réseau et notamment ça permet d'exclure les 3 ou 4%, je crois, de tokens qui ont été perdus, donc qui sont généralement perdus en tout cas du Bitcoin. Et donc d'avoir une vision beaucoup plus précise. C'est pour ça que là, on a en gros une capitalisation réalisée autour des 23. Mais potentiellement, il y a pas mal d'indicateurs qui nous donnent, notamment si on compare au risque. Enfin, oui, c'était dans les cycles précédents, on est souvent allé chercher 10-15% sous la capitalisation, le realized price, en fait. Ici aussi, oui. Même lors du crash du Covid. Donc, ce n'est pas impossible qu'on vienne chercher en dessous des 20K, voire plus bas si on a un crash assez violent sur d'autres marchés. Alors, je ne dis pas que ça va arriver, hein, là, j'extrapole, je dis juste qu'on est quand même a priori dans une patte baissière. Et donc, voilà, à très court terme, c'est difficile de savoir quand ça peut potentiellement arriver. Je pense que le marché a été sonné pour le moment. Et a été sonné par ce qui s'est passé avec Terra et UST. Hein. Et donc là, il va évoluer. Le Bitcoin, il évolue dans un range là depuis 2 semaines, en fait, hein, depuis le crash de Terra. Il évolue. Stan, Ouais. Stan, une question de Camille sur ce threshold là à 10 000 que tu as mentionné. C'est sur une période sur quel horizon à peu près? C'est assez difficile de savoir. En fait, ça peut se passer sur plusieurs mois ou potentiellement assez rapidement. Enfin, ça va aussi, à mon avis, dépendre des marchés traditionnels. Mais ça va aussi dépendre des marchés traditionnels, je pense. Ça va dépendre de la façon dont, si le Nasdaq continue à corriger, si le S&P continue à corriger, ça va inévitablement entraîner les cryptos avec eux. Mais ouais, les cryptos vont continuer à corriger, ça fait partie de leur cycle. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir d'être un peu en cash dans ces périodes-là. Je pense que ça peut être potentiellement un bon moment pour accumuler. Je pense que les bear markets, il y a pas mal de gens qui se désintéressent des cryptos au moment des bear markets parce qu'il y a moins de FOMO, parce que on en parle négativement dans les médias, mais au final, c'est un super moment pour rentrer en fait. Il faut au contraire s'y intéresser maintenant. Parce qu'il y a Alors, ouais. ça, tu parlais de corrélation entre le crypto, donc par exemple Bitcoin ou Ethereum, et les assets, les actifs traditionnels. Ouais. Maintenant, que peux-tu dire de la corrélation entre les cryptos elles-mêmes, hein, donc notamment Bitcoin et Ethereum, et par rapport aux autres? Ouais, alors il y a ce qui est intéressant d'ailleurs, effectivement, c'est qu'avec le Bitcoin, dans l'univers des cryptos, le Bitcoin reste encore le maître, le roi, et on a une corrélation justement entre, je vais la mettre à jour, on a un effet de balancier en fait, entre les altcoins et le Bitcoin. Donc on parle d'alt season, en gros,
quand le Bitcoin sort des 50 meilleurs performeurs, là actuellement, vous voyez qu'il est dans les 10 premiers, donc on n'est pas du tout en alt season, on est en Bitcoin season. Mais globalement, en fait, les 100 premiers du classement de CoinGecko, concrètement, sont sont corrélés au Bitcoin. Vous voyez clairement, tous les tokens un peu structurels, j'appelle structurels les tokens qui sont, sur lesquels sont construits des projets. Par exemple, vous voyez typiquement Ethereum, BNB, la Binance Smart Chain. Ça, c'est le. Oui, Solana, bon, Dogecoin, ça reste un shitcoin, mais bon, maintenant, il a une telle market cap. Bon, voilà, Polkadot, tous ces gros tokens vont être étroitement corrélés au Bitcoin. Et historiquement, alors il y a une logique des flux en fait dans les cryptos, c'est-à-dire que ça, généralement, on passe en cash, en stablecoin dans les cycles, on rentre par le Bitcoin et après on descend donc vers les tokens structurels. Ensuite, ça descend vers Ethereum, puis vers les tokens un peu plus petits. Et en gros, c'est dans le marché haussier, c'est comme ça que ça se passe. En marché baissier, c'est plutôt très corrélé au Bitcoin et quand le Bitcoin chute, tout chute, quoi. Et aussi bien d'ailleurs les cryptos que les NFT, hein. C'est important de le dire. On a vu que les Bored Apes ont perdu déjà 50% de leur valeur. Un peu comme les CryptoKitties à l'époque, hein. En 2017, les CryptoKitties ont perdu 95% de leur valeur. Je ne serais pas étonné que les Bored Apes perdent 80-90% de leur valeur. Ça me paraîtrait pas fou. Et enfin voilà, ce seront juste des stars qui se seront fait avoir. Mais sauf s'ils les ont revendus. Mais donc, vous voyez, il y a un mouvement de balancier. Là, très clairement, on a une dominance actuellement du Bitcoin, très clairement, et qu'on peut retrouver d'ailleurs entre Bitcoin et Ethereum. Si vous voulez que je vous montre d'ailleurs ce ratio de Bitcoin et Ethereum, je ne sais pas si je l'ai là. Si je l'ai. Donc ça, c'est effectivement, vous voyez, c'est pour le moment, donc on a un Ether vaut 0,05 Bitcoin. Donc, un Bitcoin vaut 0,05. Non, c'est l'inverse. Voilà. Vous m'avez compris. En gros, avec un Ether, on peut acheter 0,05 Bitcoin. Historiquement, ce n'était pas le cas. On est monté à 0,15 en 2017. Et évidemment, vous voyez, euh, en fin janvier 2018, donc le Bitcoin a craché fin décembre lors de la bulle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que le Bitcoin a craché, mais il y a les assets après sont allés dans les tokens structurels comme les Ethers, et donc on a eu un pump des Ethers qui nous ont mené à 0,12. Et là, on voit bien qu'on est en train de retomber très clairement. Très clairement, on a une domination du Bitcoin sur les Ethers. Maintenant, moi, avec ce qui se passe sur Ethereum, si le business model continue à évoluer et si Ethereum 2.0 se passe bien, et si on voit la DeFi continuer à se développer sur Ethereum et ses rollups, il y en a beaucoup qui parlent d'un flippening, c'est-à-dire du passage, en fait, que Ethereum à lui seul, donc avec ses Ethers, passerait en tête du classement de CoinGecko, c'est-à-dire ici en termes de market cap. Si on prend tout l'écosystème Ethereum, c'est-à-dire toutes les applications, tous les tokens construits, tous les protocoles construits sur Ethereum, déjà, Ethereum est de loin l'écosystème le plus important. Mais il y en a certains qui pensent que les Ethers peuvent supplanter le Bitcoin dans un futur plus ou moins proche. On n'y est pas, mais c'est une possibilité. Donc voilà, c'est un peu pour répondre à ta question. Mais concrètement, là, on a une dominance du Bitcoin qui est très claire et une forte corrélation avec de l'univers. Merci. Je vais revenir rapidement sur les slides pour vous montrer 2-3 trucs. Là, vous voyez les slides? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, juste pour être sûr. Donc voilà, bon, en gros, tout ça, vous le savez, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a son impact parce que historiquement, c'est assez nouveau finalement que l'environnement macro ait autant d'impact sur les cryptos. C'était un peu, effectivement, c'était pas vraiment le narratif initial en gros, hein. Nous, on a été assez surpris de voir que la corrélation augmentait énormément pendant ce marché haussier, quoi. Et donc, on voit quand la Fed augmente ses taux, maintenant, on annonce qu'elle va les augmenter en juin, en juillet. Eh bien, on sait que potentiellement, c'est pas bon pour les actifs risk-on. Quand l'inflation est aussi haute, on sait que c'est pas bon, et particulièrement en Europe. Là, c'est juste pour montrer cette inflation que voilà, quand il va commencer à y avoir des bans sur le pétrole russe. Bon, bref, je ne vais pas faire le scénario catastrophe, mais bon, c'est vrai que maintenant, on a quand même des personnes qui parlent de cette récession, alors que pendant longtemps, on n'en a pas parlé. J'ai même un article, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là qui est assez intéressant, hein.
de Y Combinator. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un des plus gros venture capital de la Silicon Valley. Et donc, il a envoyé une lettre aux projets dans lesquels il a investi pour leur dire de se préparer pour le gros vent, pour la tempête, quoi. Donc, en gros, si jamais vous devez lever, faites-le maintenant parce que ça va secouer les gars. Donc voilà, c'est assez intéressant. Mais ils commencent tous à le dire, oui, bon, maintenant, on le sait tous plus ou moins et que ça va secouer et que je pense que ça va secouer aussi pour les cryptos. Et que donc les réglementations arrivent. Là, je ne vous fais pas un topo sur les réglementations, mais les réglementations arrivent aussi bien aux US qu'en Europe. Ça s'est accéléré récemment. Donc, MiCA, on a vu qu'il s'était passé pas mal de choses. On en avait parlé la dernière fois. Et le Stable Act qui va arriver là aux US. On voit aussi d'ailleurs que la SEC est de plus en plus agressive. Bon, elle a un peu raté son coup avec Ripple. Donc là, ça y est, depuis aujourd'hui, enfin depuis hier, elle s'attaque à Binance, donc au BNB, l'ICO qu'ils ont fait. Ils vont essayer de le requalifier en titre traditionnel. Donc voilà, elle a besoin de se faire un trophée. Et donc Binance s'attaque à Binance, ce qui est quelque part, j'espère juste qu'une fois, si elle arrive si jamais elle arrive à gagner contre un de ces gros mastodontes, j'espère qu'elle ne s'attaquera pas à Ethereum. En fait, c'est ça le seul. Mais bon, c'est une possibilité, évidemment. Donc ça, c'est un ETF qui est assez connu. C'est juste pour montrer en fait que finalement, un bear market, ça peut durer longtemps. Ça revient un peu à la question de tout à l'heure, c'est le Nasdaq en gros. Et on voit bien que ça, c'est la bulle de 2000. Bon, voilà, ok, ça a énormément corrigé, mais bon, le marché haussier, ça fait 20 ans qu'on est en marché haussier. Et donc, finalement, c'est aussi une possibilité que les cryptos, on est un plus bas historique, ce qu'on appelle une opportunité générationnelle d'accumulation, et qu'après, finalement, ça augmente assez doucement. En tout cas, il y aura potentiellement moins de volatilité que ce qu'on a pu connaître sur les marchés, sur les cycles précédents. Ça, pour moi, c'est assez clair. On a eu des cycles, plus ça va, moins on le voit assez bien ici. Vous voyez, plus ça va, moins la vol est importante, en tout cas. On a comparé en tout cas, moins le pourcentage de prise de valeur diminue à chaque fois, ou diminue de 2 pas. Mais le prix augmente aussi, donc augmente de la même mesure. Donc, voilà, il y a un petit point peut-être sur le minage, si ça vous intéresse. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du proof of work. Vous savez que sur le Bitcoin, c'est le proof of work. Et donc, on a des mineurs. Concrètement, ce qui se passe avec le hash rate, c'est la puissance de calcul sur le réseau. C'est-à-dire que les mineurs, sur le proof of work, ils génèrent des milliards et des milliards et des milliards de hashages et pour deviner l'adresse en gros du prochain bloc qui correspondent au niveau de difficulté qui est défini par le protocole. Et en gros, plus il y a de mineurs sur le réseau, plus c'est difficile de miner, plus c'est difficile d'ajouter des blocs à la blockchain. Pourquoi? Pour s'assurer que les blocs soient bien ajoutés toutes les 10 minutes et pour assurer que les bitcoins soient bien émis, continuent à bien être émis dans le temps. Parce que vous savez qu'à chaque fois qu'un bloc est ajouté à la blockchain, le mineur est récompensé par 6,25 bitcoins. Et bon, à partir de mai 2024, ça sera 2 fois moins et ainsi de suite. Vous savez, il y a des halvings qui ont, voilà, là vous avez un halving en mai 2020. Ces halvings ont toujours généré des forts marchés haussiers parce que du jour au lendemain, la rémunération des mineurs est divisée par 2. Ça, c'est prévu dans le protocole initial. Donc, tous les 210 000 blocs, on divise par 2 la rémunération des mineurs. Et donc, ça crée un effet de rareté immédiat et ça a toujours entraîné des très forts marchés haussiers. Et donc, le prochain est en mai 2024. D'ici là, voilà, on a encore le temps de voir venir. D'ici là, il gagne 6,25 bitcoins par, et donc, il y a toute la théorie du stock to flow là derrière qui dit que voilà, moins les mineurs gagnent, plus le prix du Bitcoin doit augmenter, plus il est rare, plus il va augmenter, et ainsi de suite, d'où les théories du Bitcoin à 500, sur lesquelles je ne me prononce évidemment pas. Et donc, ce qu'on voit récemment, c'est que le hash rate diminue. Pourquoi? Parce que les mineurs, ils sont payés en Bitcoin et ils ont des frais en dollars, l'électricité, les racks de minage, la bande passante. Et donc, quand le Bitcoin baisse, ils sont moins rémunérés. Et donc, ils éteignent leurs racks parce qu'ils sont plus rentables, tout simplement. C'est une industrie, ils sont en compétition les uns avec les autres. Et donc là, on voit bien que ça baisse. Ça baisse fortement. Et puis, ils commencent surtout à liquider leurs réserves pour payer leurs charges. Et donc, ça engendre aussi une certaine forme de pression baissière. Quand on a les mineurs qui commencent à baisser, commencent à liquider leurs réserves, c'est des wells. Et donc, ça injecte un peu de la vente sur les réseaux.
Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Je pourrais vous parler d'autres. Si vous voulez, on a d'autres indicateurs comme le MVRV, donc le Market Value to Realized Value. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le ratio entre la market cap et la realized cap. Et donc généralement, vous voyez, les bas de marché étaient atteints. Vous voyez, quand on rentre un peu dans la zone bleue, là, le realized price, en gros, non, c'est ça, le realized price. Mais quand on rentre dans cette zone bleue, généralement, c'est des zones d'accumulation. En tout cas, historiquement, ça a été des zones d'accumulation. Vous pouvez retrouver ces indicateurs sur Look into Bitcoin ou sur Glassnode, si vous voulez. Vous verrez bien que finalement, c'est un peu comme le RSI que je vous ai montré tout à l'heure. Le Bitcoin a déjà beaucoup corrigé, mais on sent, c'est un des indicateurs qui nous dit qu'on n'est pas encore en bas. Voilà. Potentiellement, on n'est pas encore en bas. Mais après, ça se trouve, les cycles ne vont pas se répéter. Ça se trouve, le Bitcoin va repartir à la hausse. Je n'ai pas de boule de cristal. Je dis juste qu'on rentre dans des zones effectivement intéressantes d'accumulation, mais on n'est pas en bas, a priori. Voilà. Donc ça, c'est aussi le meilleur multiple. Donc en gros, vous avez la DMA à 200 jours et en gros, c'est vous multipliez par 0,8 ou par 2,4 et vous obtenez des moyennes mobiles qui ont historiquement prévu les hauts et les bas du marché. Et donc là encore, bon, vous voyez, hein, c'est les datas qu'on a et qu'on utilise qui sont par rapport, enfin voilà, qui nous permettent de nous projeter par rapport au cycle précédent. Donc, vous voyez bien. Stan, Ouais. ouais, Stan, je voulais juste donner l'opportunité on va dire à l'audience de poser des questions. Il s'avère que 2 questions ont été posées concernant le proof of work. Et Ouais, comme tu en parlais, je me permets de t'interrompre à cet égard. Donc, bien la sûr. première question qui a été soulevée par Titouan, qui est très intéressante, est-ce qu'il y a toujours un intérêt du coup au proof of work actuellement avec par rapport au Proof of Stake, donc sur la base en effet des bénéfices du Proof of Stake que tu as mentionné, donc l'électricité, donc l'aspect green, et le coût. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça? Bah, ce que je peux dire, c'est que évidemment le proof of work est très très controversé actuellement, pas seulement parce qu'il pollue, parce que ça pollue énormément. Ça consomme énormément d'énergie, évidemment, de faire tourner le Bitcoin, pour la raison que j'explique, hein, parce qu'il y a de plus en plus de mineurs et donc ils doivent faire tourner de plus en plus de machines pour pouvoir être compétitifs. Le point positif du proof of work, c'est que c'est extrêmement sécurisé. En fait, ça permet de sécuriser des réseaux vraiment décentralisés. Ethereum, c'est moins décentralisé que le Bitcoin, si vous voulez. Il y a encore une foundation qui est dirigée par Vitalik Buterin qui permet d'imposer, par exemple, aux mineurs un EIP 1559. En gros, de leur imposer de brûler des fees. Sur le Bitcoin, c'est impensable. Quand il y en a qui disent qu'on devrait faire passer le Bitcoin du Proof of Work au Proof of Stake, c'est impossible. On a vu ce que ça a fait avec Segwit, où il s'agissait juste d'ajouter un peu d'espace dans les blocs, et ça a pris 2 ans pour ne pas aboutir, ou presque pas aboutir, enfin ne pas être utilisé par tous les mineurs. On voit bien que c'est une autre paire de manches d'être dans un vrai réseau vraiment décentralisé, de sécuriser un réseau aussi important que le Bitcoin. Donc, c'est un excellent outil de sécurisation parce que c'est économiquement presque impossible en tout cas, c'est un non-sens économique d'essayer de revenir sur des blocs. Voilà, c'est surtout ça l'idée. C'est un non-sens économique. Ça coûte tellement cher de miner un bloc que ça devient un non-sens économique d'essayer de revenir sur des blocs, même si on a des poules de liquidité qui atteignent parfois les 51% donc, nécessaires pour faire une attaque. C'est déjà arrivé, ça n'arrive jamais, mais c'est déjà arrivé. En termes de sécurité, il n'y a pas au-dessus que le proof of work, mais effectivement, on rentre dans une ère où consommer autant qu'un pays comme le Danemark, c'est plus possible, ça ne va plus être accepté. Je pense que d'ailleurs, ça pourrait être potentiellement fatal, enfin pas fatal, mais un problème pour le Bitcoin dans les années à venir. Même si il y a pas mal, on peut en discuter parce que ça permet, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet de sauver de l'énergie à certains niveaux, mais enfin voilà, ça reste extrêmement polluant et je pense que c'est un problème. Tout à fait, la sécurité est vraiment clairement l'argument clé qui est avancé par ceux qui supportent encore le Proof of Work par rapport au stake. L'autre question de Franck, le passage au Proof of Stake va laisser la validation des transactions en Ether ou Wales. Quelles sont les attaques possibles de ce mécanisme de consensus? Là, il y a 2 questions sous-jacentes. Il y a une question de centralisation, donc
qui n'est pas forcément celle rêvée d'un protocole comme Ethereum. Et puis, il y a la question en effet, de la sécurité elle-même. Ouais, alors effectivement, mais pour cette raison, c'est un protocole qui est moins résilient. Alors l'attaque principale, c'est le nothing at stake. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le proof of stake, comme son nom l'indique, c'est la preuve de l'enjeu. Hein. Donc, si jamais plus les whales ont mis en gage des Ethers dans le protocole pour participer au mécanisme du minage, plus elles ont d'enjeux dans le réseau, moins elles ont intérêt à ce que ça se passe mal. Parce que si ça se passe mal, le prix des Ethers va s'effondrer et elles vont y perdre leurs engagements. Elles vont y perdre forcément. Donc, c'est sur ce principe que repose le proof of stake. Donc, effectivement, ça va être des whales, mais enfin, faut regarder les pools de minage qu'il y a actuellement dans le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est miné par 10 pools de minage, 10 fermes. Enfin, c'est pas du tout, c'est décentralisé d'une certaine manière. Mais je pense que ça va être les détenteurs d'Ether qui vont déléguer leurs Ethers justement potentiellement à ces whales, qui vont aussi bénéficier des revenus de ce minage. La principale attaque, c'est le nothing at stake. En gros, c'est s'il y a deux blocs qui sont ajoutés en même temps. Eh bien, dans le Bitcoin, dans le Proof of Work, il y a un choix qui est fait. C'est le choix de la chaîne où il y a la plus de difficultés. Et dans le Nothing at Stake, finalement, il pourrait y avoir le cas où le mineur se moque, en fait. Il le fasse juste pour récupérer récupérer les tokens et qu'il l'ajoute. Il continue à ajouter, il continue à y avoir deux blockchains. Mais ça, c'est des problèmes qui sont résolus relativement facilement. Moi, je ne vois pas de gros problèmes majeurs avec le Proof of Stake. Effectivement, oui, ça va se concentrer, mais c'est un point intéressant d'ailleurs à creuser, je pense. Effectivement, j'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus. C'est un point à creuser. C'est une bonne question. Là, on a atteint les 19 heures, heure de France. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, Stan, ou peut-être l'audience, si quelqu'un veut se unmuter ou poser une question? Donc, à ton avis, Stan, prochain gros sujet, c'est quoi? C'est la réglementation suite à tous ces éléments côté stablecoin, ou alors on restera principalement côté marché avec beaucoup de volatilité? Ça dépend à quel terme tu te situes, mais je pense qu'il y a. C'est comment les cryptos vont devenir mass market, en fait. C'est ce qui arrive. Après, admettons qu'on ait 2 ans de récession, des CBDC qui vont commencer à arriver. Comment ça va être intégré à la finance traditionnelle? Comment ces réglementations envisagent de réglementer ça? Comment les réglementations, finalement, imposer des KYC sur MetaMask, ça va tuer la créativité de cet univers? Est-ce que ça va faire apparaître une défi du Darknet? C'est très probable. Enfin, on va sans doute avoir, comme dans Internet traditionnel, un Internet autorisé sur lequel tout le monde peut aller se promener et référencé par Google ou par le prochain Google. Et après, la défi du Darknet et qui ne sera pas réglementé et tout ça. Mais oui, il y a des gros challenges, mais voilà, c'est une classe d'actifs qui est naissante et qui doit être réglementée aussi. Donc, on va voir déjà comment elle va passer cette épreuve qui arrive, je pense, qui va être Ok. intéressant. Super, je pense sur ces belles paroles. En fait, Stan, on peut te suivre sur Blockchain Expert. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé moi à t'écouter après sur à HEC Blockchain. Donc j'invite tout le monde vraiment à suivre tous tes sujets d'actualité ou alors des points vraiment de focus. Ouais. Et puis voilà, et je te dis simplement à dans un mois. Mais avec plaisir. Je te remercie beaucoup pour ton invitation. Merci à À tous. bientôt. Ciao.